Alors bonjour, je vois qu'il y a déjà 3 personnes là qui se sont, connectées, qui sont en ligne. D'abord, je voulais savoir en fait si vous pouvez juste, me faire signe, voir si, au niveau du son, tout se passe bien, puisque j'ai mis un très bien. Bon, bah, bonsoir à tous. Donc en fait, nous sommes là, pour, dans le cadre de la préparation du CRPE de français. Donc, le temps que, d'autres en fait, nous rejoignent, je voulais d'abord me présenter puisque c'est moi que vous allez, c'est avec moi que vous allez être en fait pour la préparation du français. Donc je m'appelle Elsa Odorico. Je suis en fait actuellement conseillère pédagogique dans l'Essonne, en Île-de-France. Mais j'ai été enseignante en fait pendant 13 ans. J'ai enseigné aussi bien en élémentaire qu'en maternelle. J'ai enseigné, j'ai fait tous les niveaux d'élémentaire. J'ai fait aussi des cours doubles. Donc voilà, j'ai une représentation de l'élémentaire. J'ai été aussi maître formateur, maître formatrice en fait pendant 6 ans. Donc j'ai accompagné justement des jeunes enseignants qui venaient d'obtenir le CRPE. Et dans le cadre de ma fonction en fait de conseillère pédagogique, en fait, j'accompagne notamment des professeurs des écoles qui sont contractuels dans le cadre de la préparation du CRPE. Je suis aussi depuis plusieurs années jury au concours, donc je corrige les copies et pour les oraux, je m'occupe aussi de l'oral professionnel et de l'oral d'EPS. Je suis également jury en fait de concours de CAFIPEM, c'est quand on est enseignant depuis un certain temps et qu'on veut devenir maître formateur. Et puis aussi, dans le cadre de ma fonction, je suis un petit peu plus spécialisée en fait sur tout ce qui est maîtrise de la langue et je pilote le groupe départemental études de la langue au niveau du 91. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu mon parcours. Alors, je vais vous indiquer en fait ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, attendez, parce que j'ai un double écran. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'abord de revenir un peu sur les épreuves. On voit en fait un petit peu quelles sont les différentes parties, et on va essayer de revenir un petit peu sur chaque partie avec quelques petits conseils méthodaux et notamment parler un petit peu des attentes du jury en fait sur ces différentes parties. Même si je les aborde de manière un petit peu sommaire, c'est pour qu'on revienne un petit peu sur les attendus. Et là d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à parler, à chatter éventuellement, à me poser un certain nombre de questions. Dans une seconde partie, il me semblait important, avant de démarrer vraiment de la didactique ou une partie plus particulière au niveau des contenus, c'était un peu de vous présenter les programmes de maîtrise de la langue à l'école primaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, pour que vous commenciez aussi à vous familiariser avec le vocabulaire et les attendus institutionnels dans ce domaine, puisque forcément c'est intrinsèquement lié aux différentes épreuves. Donc là, on va commencer par parler concours. Donc, d'abord par rapport à l'épreuve en général, c'est une épreuve en 4 heures, d'accord, qui vaut 40 points. Globalement, c'est relativement équilibré au niveau du nombre de points en fait par épreuve. Donc première partie, 11 points. Et je vous indique un peu le temps aussi à y consacrer, le temps imparti généralement pour chaque partie. Donc il faut penser pour la première partie environ 1h30, 1h45. Et ça, vous allez voir au fil des entraînements à essayer d'atteindre ce temps. Deuxième partie, on va y revenir, c'est plus une partie en fait autour de l'étude de la langue, elle vaut 11 points. Mais en général, on n'a pas besoin d'y passer trop de temps. 40 minutes suffisent amplement. Et on va voir au niveau rédactionnel comment est-ce qu'on peut faire justement pour gagner du temps dans cette partie-là. Troisième partie, qui est la partie didactique, elle vaut 13 points. Vous voyez, elle vaut un petit peu plus de points que les autres parties. Et pareil, il faut y consacrer environ 1h30. Moi, mon objectif dans le cadre de la préparation du CRPE, ce sera davantage de vous préparer en fait sur la troisième partie. Vous me direz à la fin de l'intervention si des fois vous avez besoin d'aide ponctuelle sur les 2 premières parties, s'il vous semble important que je prépare des vidéos sur les 2 parties. Mais globalement, la troisième partie est une partie beaucoup plus pratique, qui demande des connaissances didactiques et des connaissances de terrain. Et je pense que je peux davantage vous être utile. Autant sur d'autres parties, vous pouvez peut-être aborder des choses en autonomie. Sur la troisième partie, c'est plus difficile d'être autonome. Donc, je pense que justement, la force de la préparation, ce sera davantage d'avoir justement un point de vue de professionnel.
Alors, on va démarrer maintenant, on va parler du coup de cette première partie. Donc pour cette première partie, elle n'est pas tellement pédagogique, cette première partie. Cette première partie, c'est vous allez avoir une série de textes. D'ailleurs, le nombre de textes varie suivant les sujets. Cette partie, elle est fondamentale en fait tout simplement pour tester plusieurs choses. D'abord pour tester en fait vos capacités en orthographe, parce qu'en fait ça fait partie en fait des éléments qui peuvent être éliminatoires dans le cadre de ce concours. De tester aussi vos capacités rédactionnelles et notamment votre capacité en termes de syntaxe. Et donc ça c'est vraiment important. On veut savoir tout simplement si vous savez bien écrire. Et puis surtout, en fait, on veut savoir aussi si vous êtes capable de comprendre des textes. Au préalable, dans ceux qui ont éventuellement passé le concours il y a quelques années, en fait, on demandait une synthèse des textes. Aujourd'hui, on va vous demander beaucoup plus d'analyse. Et en fait, tout au long de ces différentes épreuves, d'ailleurs, que ce soit première partie, deuxième partie, troisième partie, on est très attentif en fait à votre capacité d'analyse. On recherche aujourd'hui des candidats qui sont capables de prendre des informations, de les relier entre elles, de les confronter, d'analyser. Voilà. Donc, mais vous allez voir, on va revenir là-dessus. Alors, du coup, je vais revenir un petit peu plus en détail sur les attendus du jury. Puisqu'en fait, à la fin de chaque concours, en plus, j'ai eu la chance à chaque fois il convoque un certain nombre de membres du jury pour réaliser ce qu'on appelle un rapport de jury où on revient justement sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et on donne des conseils en fait aux candidats pour le futur concours. Alors, premier conseil, puisque je vous indique que l'importance de la syntaxe est fondamentale. En effet, si on ne vous comprend pas, si vous exprimez mal, même si ce ne sera pas forcément tout de suite noté dans le nombre de points, on va vous faire perdre des points partout. Alors, la ponctuation, elle est parfois très mal utilisée, voire souvent pas utilisée. Donc ça aussi, il faut bien apprendre à pas faire des phrases trop chargées. Il faut penser en plus qu'un grand nombre de jurys, en fait, on corrige en fait les copies en ligne, et donc du coup sur ordinateur, et on a besoin d'une facilité de lecture. On a besoin d'une ponctuation. Donc, il y a aussi beaucoup de maladresse avec des phrases qui sont beaucoup trop longues. Vous avez aussi parfois tendance à utiliser trop d'adverbes. C'est ce que j'ai rajouté là en plus. Là, le petit passage que je vous mets, en fait, c'est un extrait d'un rapport de jury. Mais pour être honnête, c'est même pas un rapport de jury de mon académie, mais dans mon académie, on avait fait les mêmes remarques. Par exemple, si vous mettez une citation, c'est très bien, mais il ne faut pas la mettre n'importe comment, et il ne faut pas qu'elle puisse rompre la syntaxe et qu'elle fasse perdre le sens de la phrase. Donc voilà, ça, je ne vais pas forcément trop revenir puisque vous l'aurez, vous pourrez donc le relire, mais pensez que c'est vraiment important de travailler la syntaxe. Donc, si j'avais un conseil plutôt simple, c'est de faire des phrases courtes, une phrase, une idée, éventuellement à l'intérieur d'une phrase, une conjonction de coordination, mais pas deux. Quand j'utilise un pronom, je suis sûre d'avoir évoqué juste avant le pronom, le groupe nominal auquel se réfère le pronom. Ça paraît tout bête, mais en fait, sinon, ça nuit à la lecture et ça va gêner le correcteur. Et quand le correcteur est gêné, il est généralement beaucoup plus critique et parce qu'il ne rentre pas dans le texte et du coup, il va aller vous chercher sur d'autres points. Autre chose aussi toute simple, c'est ne pas commencer une phrase par une conjonction de coordination. On ne commence jamais une phrase par et ou par mais. Non, ça, on n'a pas le droit au niveau de la syntaxe. Donc c'est plein de petites règles, mais ça bien évidemment, vous le verrez dans le cadre de la préparation à l'écrit. Mais je tenais à revenir là-dessus pour que vous sachiez bien aussi les attendus et que vous l'ayez en tête dès maintenant. Autre, bien évidemment, alors là, on vous attend de pied ferme, c'est sur l'orthographe. Évidemment, donc tout simplement les accords en genre et en nombre, les accords sujet-verbe, et puis surtout ce qui fait défaut, c'est les accords du participe passé. Et alors, ce qui fait qu'en général, ça peut être éliminatoire, ce sont les homophones grammaticaux. Autant les oublis d'accent, ou les inversions d'accent, on passe, sauf si on se rend compte qu'il y a une récurrence, et là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Les homophones grammaticaux, ça par contre, je peux vous assurer que ce sont des erreurs qui ne passent pas. Vraiment. Les formes verbales qui se terminent repérées, identifiées, l'infinitif ou non, on en laisse passer quelques-unes, mais pareil, si on se rend compte que c'est répété, généralement, on sanctionne.
Alors, quand on a une copie, donc là, bien évidemment, la conjugaison aussi, quand même. Et puis, du coup, je vous ai indiqué une faute qui est très classique. Voilà, nous étudierons. On le retrouve très régulièrement et il a choisi. C'est juste pour vous sensibiliser aussi sur des typologies d'erreurs qui reviennent régulièrement. Au niveau de l'orthographe, quand une copie est excellente, en fait, on est très attentif généralement sur l'introduction et le tout début de la première partie. Mais quand la copie est excellente, que les idées se suivent, s'enchaînent, que les propos sont intéressants, tout doucement, on est beaucoup moins sensible à l'orthographe grammaticale et lexicale. Donc, en tout cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lorsque vous rédigez, c'est relire attentivement et passer plus de temps sur la relecture lors de l'introduction et le début de la première partie. Ensuite, on est généralement un peu plus souple, sauf erreur énorme de votre part. Alors, pardon. Attendez, je descends. Maintenant, au niveau des petits conseils d'ordre plus méthodologique. Donc bien évidemment, ça arrive qu'il y ait des candidats en fait qui n'aient pas lu correctement la question et donc du coup, d'entrée de jeu, ils sont en fait sur un hors-sujet. Donc c'est important de lire. Désolé, j'ai fait une faute de frappe. De lire et bien comprendre le libellé du sujet, parce qu'à un moment, il va falloir répondre quand même à la question posée. Bien évidemment, pas forcément toujours de manière tranchée, mais dans votre conclusion, à un moment, il faut vraiment réellement répondre à cette question. Il y a des copies qui sont intéressantes, mais en fait, à aucun moment le candidat répond à la question. Que lorsque vous découvrez, donc, première chose, ce n'est pas tout de suite de lire les textes, c'est surtout bien lire le sujet plusieurs fois et d'aller rechercher les mots-clés à l'intérieur du sujet. Ensuite, vous n'allez pas encore tout de suite rentrer dans la lecture, vous allez essayer de découvrir les différents auteurs et de bien faire attention aussi aux périodes, aux époques, parce que c'est important. Autre chose aussi, dans le choix des textes, en fait, ils ne sont pas mis en fait dans n'importe quel ordre. Donc, appuyez-vous sur l'ordre des textes, même après dans votre déroulé. Donc, bien évidemment, ensuite, vous allez lire les textes. Et là, vous pouvez aussi, pour gagner du temps, avoir déjà en fait des surligneurs qui vous permettent de surligner, par exemple, d'une certaine couleur, la similarité en fait entre les différents textes et d'une autre couleur, les contrastes qui peuvent éventuellement exister. Vous allez devoir identifier à travers d'une question 2 ou 3 axes que vous allez pouvoir aborder qui du coup composeront en fait votre partie. Ce qui est important, ce qu'on reproche aussi à certains candidats, c'est en fait ils parlent d'un texte, ensuite ils parlent d'un autre, mais ils font pas de relation entre les textes et ça pose problème. Généralement, c'est ce qui fait qu'on a une copie qui peut passer, mais avec une note assez basse. C'est important aussi, du coup, de faire, avant de commencer à rédiger, de faire un plan détaillé. Donc, un plan détaillé, c'est que vous allez donc avoir un plan en 2 ou 3 parties. Généralement, on est plutôt sur un plan à 3 parties, mais ça sert à rien de rajouter une 3e partie si réellement vous n'avez pas d'axe fort. Ça aussi, je tenais à le dire. On peut avoir parfois d'excellentes copies avec 2 axes, donc 2 parties. Ensuite, une fois que vous avez défini vos 2 axes, il va falloir ensuite trouver des sous-parties, mais une sous-partie, c'est une idée que vous allez développer, et au travers de ce texte, celui-ci, voilà. Et vous allez à chaque fois étayer vos propos, développer, analyser. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment ce plan. Pour faciliter la lecture en fait aussi du correcteur, à la fin de chaque sous-partie, vous pouvez faire une petite phrase de synthèse qui indique voilà une petite phrase de conclusion et une toute petite phrase d'introduction pour la partie suivante. Et ça, c'est extrêmement agréable. Ça donne une fluidité dans la lecture. Ça indique en fait que vous êtes ordonné dans vos propos sont clairs et ça, c'est aussi valorisé dans le cadre de la note. Attention du coup à bien soigner l'introduction. C'est là où il faut penser à passer un petit peu plus de temps. En fait, c'est sur l'introduction. Une toute petite chose aussi, dans le cadre de votre rédaction, il faut penser à souligner les titres des œuvres. Voilà, il y a des règles quand on cite les ouvrages, et donc du coup c'est important en fait voilà de souligner surtout dans l'introduction dans laquelle vous allez présenter les différents textes. C'est important de bien respecter en fait les normes de présentation de texte. Là-dessus, si vous avez des questions aussi, vous pourrez me contacter à l'intérieur de
voilà, vous pourrez demander ou éventuellement je reviendrai là-dessus si vous en avez besoin. Du coup, pour cette première partie, vous voyez bien qu'elle est vaste. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ou comment la réviser en fait pour réussir cette partie-là? Alors, pour réussir cette partie-là, qu'il faut savoir en termes de contenu, c'est tout simplement, il faut revoir tout ce qui est figure de style, personnification, métaphore, voilà, être capable de les identifier parce que bien évidemment, pour analyser les différents textes, vous allez avoir besoin, pour justifier vos propos, de vous appuyer sur ces figures de style. Donc ça, c'est des contenus que vous pouvez trouver par vous-même et si réellement c'est un besoin de votre part, je pourrais éventuellement revenir là-dessus. Mais normalement, dans votre parcours scolaire, vous avez déjà abordé cela, vous pouvez trouver cela aisément, mais il faut être assez au clair sur tout ce qui est figure de style. Ensuite, parfois, c'est pas uniquement que des figures de style, ça peut être aussi voilà, des choix de l'auteur par rapport à la répétition, par rapport à un champ lexical. Voilà, mais il faut trouver en fait différentes entrées pour être capable d'analyser un texte. Ce qui est idéal, en fait, c'est de lire, pour réviser, c'est de lire un grand nombre de sujets et de lire les corrigés, tout simplement, pour avoir une forme d'imprégnation. Et ensuite, à partir d'un certain moment, vous pourrez tout simplement avoir un sujet, vous traitez ce sujet sans le rédiger. C'est-à-dire que vous vous entraînez uniquement à identifier des axes et dans un premier temps, tout simplement, apprendre à faire un plan détaillé. Ensuite, apprendre à faire un plan détaillé, l'intro. Et puis ensuite, vous pourrez aller vers la rédaction complète. Mais avant, il vous faut une imprégnation par une lecture de différents sujets et avec des corrections. Et surtout, bien réviser tout ce qui est figure de style. Vous pouvez aussi réviser tout ce qui est typologie de texte. Voilà, de quel type de texte il s'agit. Voilà. Alors, maintenant, on va passer maintenant en fait à la deuxième épreuve. Donc, dans la deuxième épreuve, c'est une partie en fait pour tester en fait vos notions grammaticales. Alors, les notions grammaticales qui sont abordées sont généralement d'un niveau collège. Collège, voilà. Ce ne sont pas forcément des notions grammaticales abordées en élémentaire. Donc, du coup, même la terminologie attendue n'est pas forcément la terminologie utilisée à l'école primaire. Les notions grammaticales qui reviennent souvent, c'est beaucoup en fait des analyses de phrases, des analyses de groupes nominaux, pas mal de nature grammaticale et notamment les différents types de pronoms, ça revient assez souvent. Beaucoup de conjugaisons, identifier les temps, les modes. Et puis bien évidemment, il y a pas mal de questions aussi sur le lexique. Donc, par exemple, identifier une racine commune, identifier même des fois un intrus et le justifier. Ce qui est important, en fait, ce qui fait défaut généralement aux candidats sur cette partie, c'est pas toujours leur connaissance grammaticale, c'est que un grand nombre de candidats rencontrent des problèmes par rapport aux consignes. Quand on regarde en fait les consignes, il y a souvent 2 à 3 consignes en une. On vous demande par exemple de faire un relevé. Par exemple, on vous demande de relever les compléments circonstanciels, mais on vous demande ensuite de les identifier et d'analyser. Et parfois, on a uniquement un relevé et on n'a pas tout. Par exemple, sur les verbes, on peut avoir parfois, on vous demande le temps, le mode et la valeur du temps. Et bien certains vont juste donner le temps, certains vont donner le temps, le mode, mais ils oublient de donner la valeur du temps. Et surtout, quand on donne la valeur du temps, on peut là l'intégrer dans le texte, la valeur du temps de manière générale. Et là, dans le texte, quelle est la valeur du temps qui est mise en avant. Ce qui est important pour cette partie-là, et notamment pour gagner du temps, c'est la présentation. Vous n'avez pas besoin non plus de rentrer dans de grandes qualités rédactionnelles. Par exemple, parfois, présenter sous forme de tableau, c'est extrêmement lisible. Et ensuite, la partie analyse où elle vient en dessous. Parfois, on fait par item, on relève un par un chaque point quand c'est pas trop répétitif. Et dans ce cas-là, on rédige, on relève, on analyse à l'intérieur. Quand l'analyse pour, par exemple, par exemple, j'en sais rien, vous avez trois pronoms avec une même valeur et ben, tout simplement, je les rassemble. Donc là, il faut bien penser à la présentation. Dans cette partie-là, c'est vraiment très important.
Parfois, vous avez aussi dans cette partie-là des analyses de travaux d'élèves, et notamment de repérage d'erreurs d'élèves et d'analyse de leurs erreurs. Donc, il faut aussi là, pareil, les repérer, les identifier et ensuite être capable d'analyser pourquoi l'élève a fait telle ou telle erreur. Ici, dans le cadre de cette classe, je ne vais pas forcément vous parler de ça tout de suite, mais vous allez voir qu'à travers de la troisième partie, on va beaucoup travailler au niveau didactique et justement, on va parler des différents types d'erreurs pour les élèves. Et donc, du coup, ça vous aidera, si vous êtes confronté dans cette deuxième épreuve, à analyser les erreurs des élèves. Donc, si je devais retenir un point, effectivement, il va falloir revoir des notions grammaticales, revoir les natures, les fonctions, bien être au clair au niveau de la conjugaison, notamment voilà temps, mode et valeur, et puis apprendre à trouver une présentation qui facilite une lisibilité pour le correcteur. Pour le correcteur, en fait, il est très mobilisé par la première partie qui lui demande énormément d'attention. Et dans la deuxième partie, en fait, il a directement des grilles de correction, donc il a une réponse attendue et on va beaucoup plus vite dans la deuxième partie, sauf si c'est alambiqué et mal présenté. Donc voilà pour cette deuxième partie. Donc pareil, il faut lire un certain nombre de sujets, mais il faut surtout se remettre à la page en termes de connaissances grammaticales. Troisième partie de l'épreuve. Alors, pour la troisième partie n'hésitez pas si vous avez des questions aussi à intervenir. Est-ce que pour l'instant ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Vous pouvez me répondre là éventuellement sur la discussion en ligne. Parce que je ne veux pas vous perdre. Très bien. Alors, dans la troisième partie de l'épreuve, c'est la partie didactique. Donc, les attendus du jury, on sait très bien que vous n'êtes pas des enseignants confirmés, mais on va quand même être capable de voir au travers de cette épreuve si vous êtes capable d'avoir une capacité d'analyse, si vous commencez déjà avoir une sensibilité didactique et si vous êtes quand même à l'aise sur les attendus institutionnels, c'est-à-dire sur les programmes, sur comment est-ce qu'on procède en fait pour enseigner. Est-ce qu'il suffit juste de donner un contenu à l'élève? Donc, comment est-ce que je vais faire pour le rendre acteur? Donc, voilà. Du coup, il faut quand même avoir des connaissances, en fait, des différents domaines, être capable, au travers d'un certain nombre de documents, identifier quel est l'objectif pour l'enseignant. Donc, du coup, moi, j'ai pensé qu'il était plus important, en fait, que je vous prépare surtout à cette troisième partie. Dans cette troisième partie, vous pouvez être confronté à différents types d'épreuves. Ça peut être, parfois, ça peut être une analyse de manuel. En fait, on peut même vous mettre en confrontation plusieurs manuels qui abordent la même notion et vous demander en fait d'analyser la plus-value de tel ou tel manuel, quels ont été les choix didactiques opérés. Autre possibilité, ça peut être tout simplement en fait des supports que l'enseignant donne aux élèves pour aborder telle ou telle notion. Et donc on vous demande d'aborder les supports. Bien évidemment, il faudra toujours tempérer, montrer les points positifs et en même temps les limites, et toujours en se référant à la compétence et à l'objectif de l'enseignant. Et parfois, dans cette épreuve-là, vous pouvez avoir aussi des fiches de préparation, c'est-à-dire c'est le support qu'a l'enseignant pour préparer sa séance. Et donc, du coup, vous pourrez analyser en fait ces préparations. Pour tout ça, il va falloir là qu'on rentre dans chaque contenu. Donc en fait, moi, mon objectif en fait lors des prochaines classes virtuelles, c'est par exemple aborder la notion d'écriture. Qu'est-ce que ça signifie l'écriture à l'école primaire? La lecture, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ces termes? Qu'est-ce que la lecture quand j'en parle au cycle 2? Quand j'en parle au cycle 3, quand j'en parle aussi en maternelle, parce qu'on peut aussi parler de lecture en maternelle. Donc du coup, c'est important que vous identifiez tout ça, puisque forcément, à chaque fois, on vous positionne aussi dans un niveau donné. Et donc, à partir de ce niveau-là, à l'intérieur d'un cycle, il faut que vous sachiez identifier une forme de progression et que vous sachiez que forcément, là, à cet âge-là, on ne peut pas attendre telle ou telle chose de la part des élèves. Donc, ça va vous demander aussi une connaissance des élèves en termes d'apprentissage. Et ensuite, après, au-delà de votre analyse, on vous demande aussi de faire des propositions. Et c'est là où c'est difficile quand on n'a jamais enseigné de pouvoir éventuellement réaliser des propositions didactiques. Parfois, alors, on est relativement tolérant quand même sur vos propositions, mais parfois on a des propositions qui sont grotesques, qui sont tellement loin d'une réalité en fait. Par exemple, d'un enfant de 6 ans.
loin du contenu ou qui parfois aussi sont très très éloignés de l'objectif de la séance. Donc ça aussi, on verra ensemble. Là, je parle d'une manière très générale. Après, on pourra justement aborder une entrée didactique. Par exemple, on parlera de la lecture et on l'associera justement à certains sujets. Vous pourrez transposer les connaissances que vous avez acquis au travers de la live class avec un sujet donné et on pourra justement échanger au travers de ce sujet. Enfin, moi, c'est comme ça que je souhaite vous préparer et du coup aussi vous montrer des travaux d'élèves pour que vous puissiez être confrontés en fait aux différents attendus. Donc voilà. Pour maintenant, je vais aborder justement, je vais quitter en fait vraiment l'épreuve concours purement parler, sauf si vous avez des questions. N'hésitez pas là si vous avez des questions sur le contenu des 3 épreuves. Est-ce que là maintenant ces 3 épreuves et les attendus vous paraissent déjà plus clairs ou est-ce que vous avez besoin que je revienne sur certains points? J'attends juste que vous ayez le temps d'écrire quelque chose sur la discussion en classe, savoir si je peux passer du coup à la suite. D'accord. N'hésitez pas de toute manière, si vous avez d'autres questions un petit peu plus tard, il n'y a pas de problème, même éventuellement au début de notre live class, on pourra aussi démarrer par un certain nombre de questions, ce qui permettra ensuite d'adapter les contenus suivant vos besoins. Donc là maintenant, on va parler de la maîtrise de la langue. Alors la maîtrise de la langue, c'est un gros domaine. Et puis évidemment, il va falloir aussi que vous soyez attentifs à tout ce qui se passe au niveau des médias, puisque ça bouge un peu dans le domaine de la maîtrise de la langue, puisque c'est toujours on a des évaluations qui s'appellent des évaluations PISA, qui sont des évaluations internationales, qui indiquent en fait nos faiblesses, les faiblesses du système éducatif et du coup la volonté institutionnelle que la maîtrise de la langue puisse être renforcée, que nos élèves puissent acquérir de meilleures capacités, notamment en lecture et écriture. Donc la maîtrise de la langue, c'est un très vaste domaine. Vous allez voir qu'elle regroupe plein de choses. D'abord, je vais vous parler de la maîtrise de la langue à l'école maternelle. D'accord? Donc l'école maternelle, on parle de l'école maternelle et on parle tout simplement du cycle 1. Depuis quelque temps, avant, l'école maternelle était à cheval entre le cycle 1 et le cycle 2, puisque la grande section appartenait au cycle 2. Et là maintenant, la volonté institutionnelle, ça a été en fait d'homogénéiser en fait le parcours de l'élève et de réaliser des cycles toujours de 3 ans. Donc cycle 1, petite section, moyenne section, grande section. Cycle 2, CP, CE1, CE2. Cycle 3, CE2, CM1, 6e. Cycle 4, 5e, 4e, 3e. Voilà. Et pareil pour le lycée, c'est encore un cycle de 3 ans. Et ça poursuit encore à l'université. Donc c'est vraiment une volonté d'un parcours à chaque fois pour laisser le temps aux élèves d'acquérir un certain nombre de savoirs en fait sur ces 3 ans. Permettre à partir d'une compétence d'avoir une progression sur 3 ans. Voilà. Ça, c'est important, je vous le dis, vous en aurez peut-être besoin dans le cadre de votre oral pro et puis ça vous permettra de vous familiariser un peu avec le fonctionnement. Donc là, vous pensez bien quand même qu'entre la petite section et la grande section, le cap est énorme pour un élève. Quand il arrive à l'école, il ne sait pas forcément parler. Donc, on a des compétences langagières qui sont primordiales. Alors, du coup, on va essayer de parler. D'abord, je voulais vous dire un peu, même si moi, bien évidemment, je m'occupe de la maîtrise de la langue, je voulais vous présenter quand même rapidement les contenus, les 5 domaines d'apprentissage à l'école maternelle. Donc, les 5 domaines d'apprentissage en cycle 1, il y a mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Vous avez vu que je l'ai mis en gras, bien évidemment, parce que c'est ce que j'aborderai avec vous. Il y a agir, s'exprimer, comprendre à travers de l'activité physique. Mais vous voyez bien que dans s'exprimer, bien évidemment, il y a s'exprimer corporellement, mais on va voir qu'on peut établir des liens avec mobiliser le langage. C'est pour ça que je vous présente les 5 domaines, parce que vous allez voir qu'à l'école maternelle, ils sont aussi liés. Ensuite, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Et attention, ces choix-là, ces mots-là, ils ne sont pas là par hasard. C'est aussi pour ça que je voulais vous les présenter. Ensuite, construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Donc ça, c'est un peu plus ce qui relève en fait autour des mathématiques, de la connaissance du nombre. Explorer le nombre, le monde, pardon. Explorer le monde. Donc là, c'est par rapport à vos connaissances, c'est plus ce qui est lié en fait à le rapport au temps, qui amènera plus tard à l'histoire, l'espace, donc qui amènera à la géographie. Voilà. Donc c'est pour sensibiliser en fait l'élève sur le monde qui l'entoure. Bien évidemment, donc nous aujourd'hui, on va parler
du premier domaine qui est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Et on va voir au travers du terme langage tout ce que ça peut regrouper et les différentes dimensions qu'on peut y trouver. Donc mobiliser le langage en fait dans toutes ces dimensions, ça désigne en fait tout l'ensemble des activités mises en œuvre, donc parler, écouter, réfléchir, comprendre, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, vous voyez bien, en fait, ça regroupe beaucoup de choses. Les deux composantes fondamentales du langage, c'est le langage oral. Et vous avez vu que je l'ai mis bien évidemment en plus gros, et le langage écrit. Mais la découverte du langage écrit existe à l'école maternelle. Voilà, l'entrée dans le langage écrit, ça ne signifie pas forcément toujours écrire dans le fait d'encoder des mots. Donc, encoder, c'est le fait de passer du son, du phonème au graphème. Là aussi, je vais revenir sur ces termes-là. Je sais qu'il faut vous familiariser avec un certain nombre, un lexique spécifique. Donc, bien évidemment, j'ai mis le langage oral en partie plus importante parce que ça va être l'enjeu fondamental de l'école maternelle, c'est d'apprendre à l'élève à s'exprimer et à comprendre le langage oral et à s'exprimer au travers du langage oral. C'est un enjeu, fondamental. Surtout, bien évidemment, en petite section. Alors, du coup, je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'est le langage oral. Vous verrez, on aura plus tard une classe virtuelle ciblée sur le langage et on verra d'ailleurs la place du langage aussi bien à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire. Parce que c'est aussi un enjeu et les programmes ont changé là-dessus, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je reprends tout simplement aussi les enjeux. Là, je vous donne tout simplement les compétences qui sont abordées dans le langage oral dans les programmes de l'école maternelle. Donc, langage oral, c'est oser entrer en communication. Déjà, c'est une des premières choses, c'est un des premiers objectifs, même si forcément, au niveau syntaxique, au niveau du vocabulaire, c'est pas ça. En petite section, il y a déjà oser entrer en communication, s'exprimer, et peu à peu, apprendre à donner son avis. Apprendre à donner son avis, on va le retrouver tout au long du parcours de l'élève. Dans le langage oral, et vous allez voir qu'on a du langage en réception aussi, et c'est-à-dire du langage en réception, ça veut dire qu'en fait, on va pas forcément le produire, on va pas forcément parler, mais à partir d'un message oral, on va apprendre à comprendre et apprendre. Voilà. Donc du coup, peu à peu, donc l'élève peut être en réception, c'est-à-dire il va respecter une consigne à l'oral et donc on va voir qu'il comprend la consigne et parfois il va verbaliser sa compréhension à l'oral. Mais quand je travaille le langage oral, l'élève n'est pas obligé de s'exprimer tout le long. Voilà. Langage oral, c'est aussi échanger et réfléchir avec les autres. Donc là aussi, c'est toute l'importance du groupe classe. Donc c'est l'argumentation, l'explication, voilà. Et tout ce qui est langage d'évocation, on reviendra là-dessus, c'est être capable, par exemple, de raconter un événement, c'est-à-dire l'objet n'est pas devant soi et on est capable de le décrire ou de raconter un événement. C'est ce qu'on appelle le langage d'évocation. Et je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Le langage oral, c'est aussi dit commencer tout simplement à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. Donc c'est ce que certains enseignants disent, c'est faire de la phono. Mais c'est tout simplement se rendre compte qu'à partir de sons, je vais pouvoir créer un mot. Et donc du coup, on va les sensibiliser aux unités sonores. Par exemple, on parle des sons d'attaque, c'est-à-dire le son du début de mot. On va les sensibiliser aussi, par exemple, sur les rimes au travers de comptines. Donc on comprend peu à peu qu'en fait, le langage écrit, en fait, c'est un code qui transcrit du son. Et ça, c'est l'objectif de l'école maternelle. Et on le travaille de la petite section jusqu'à la grande section pour qu'il soit prêt pour l'entrée dans la lecture en CP, qui est là l'enjeu du CP. Et puis je vous indiquais que même en maternelle, on découvre le langage écrit. Alors le langage écrit, c'est écouter aussi de l'écrit et le comprendre. Et là pourtant, je suis dans le langage écrit. C'est-à-dire qu'entre l'enseignante qui s'exprime dans un langage correct, mais forcément, on s'exprime pas de la même manière à l'oral qu'à l'écrit. Donc, écouter un album, on va bien voir au niveau de la syntaxe, des tournures de phrases, on va avoir des différences au niveau du langage. Et parfois, ça peut nuire à la compréhension de l'élève. Donc là, c'est une première approche de l'écrit, c'est écouter de l'écrit et de le comprendre. Ensuite, et ça, dès la petite section.
Pareil, découvrir la fonction de l'écrit. Alors, en réception et en production, on l'a aussi dès la petite section. Alors, bien sûr, en petite section, ils vont pas écrire des mots, ils vont pas encore encoder, mais parfois, ils vont reproduire un titre, ils vont pouvoir illustrer en fait une affiche, et donc, ils commencent à découvrir la fonction de l'écrit. Commencer à produire des écrits et à comprendre le fonctionnement. Donc ça aussi, ça se fait peu à peu, et même la production, elle est plus ou moins élaborée. Mais en grande section, ils peuvent aussi commencer déjà à réaliser des écrits, même si c'est à partir des fois d'étiquettes, parfois c'est juste ajouter un mot. Et puis en plus, on peut aussi produire de l'écrit, même si par exemple, il faut compléter une phrase ou compléter une comptine. L'élève, par exemple, va opérer un choix, il va mettre une étiquette, par exemple, le chat mange, hop, il va devoir choisir l'animal et le placer. Eh ben, il est déjà dans une forme d'écrit, même s'il n'y a pas eu d'orthographe à proprement parler, s'il n'a pas réalisé de lettres, il rentre déjà dans une forme d'écrit et il va être capable ensuite de pouvoir lire et partager cet écrit avec d'autres. Et puis comprendre tout doucement, voilà, le fonctionnement. Dès la petite section, on découvre le principe alphabétique, à savoir qu'une lettre produit du son, voilà, ça en basiquement, on va dire en petite section. Et puis bien évidemment, on apprend du coup les lettres de l'alphabet, même l'ordre de l'alphabet. On apprend à identifier les lettres, notamment les lettres du prénom. Donc on comprend le principe alphabétique. Ensuite, on ira bien évidemment beaucoup plus en détail un peu plus tard. Ils vont ensuite commencer tout doucement à écrire tout seul. Alors, dans écrire tout seul, il y a plusieurs choses. Il y a 2 entrées. Il y a le graphisme, c'est-à-dire là, c'est juste le geste, ce que je suis capable de faire. Par exemple, je vais faire des boucles pour ensuite plus tard arriver au L. Je vais faire des ronds pour plus tard arriver à la lettre O. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle du graphisme. Et on va le voir parfois, ça peut être dans l'art plastique, on va faire du graphisme décoratif, et parfois on va faire du graphisme pour aller vers l'écrit. Donc ça aussi, ce sera important quand vous serez dans l'analyse des supports proposés dans la partie 3, parce que parfois, ils seront dans du graphisme davantage décoratif qui ne facilite pas l'écriture cursive. L'encodage, c'est le fait, alors ça aussi c'est un terme sur lequel on reviendra plusieurs fois. Encoder un mot, c'est tout simplement transcrire du son, donc ce qu'on appelle nous le phonème, vers du graphème, c'est-à-dire transcrire en fait du son vers de l'écrit. Et on encode. Ça ne veut pas dire qu'orthographiquement, bien évidemment, c'est prêt, mais tout doucement, ça y ressemble. Par exemple, un élève aura commencé à écrire lapin, alors il n'aura pas forcément le son 1, mais donc par exemple, il va peut-être écrire juste lap ou juste le LA, et il sera déjà dans le début de l'encodage. Donc voilà, il va s'appuyer sur des références et il va essayer tout seul d'écrire des mots et d'encoder. Donc vous voyez bien quand même déjà en maternelle, il se passe plein de choses. Alors maintenant, on va basculer en élémentaire. Donc en élémentaire, je rappelle, c'est à partir du CP. Donc on rentre en cycle 2. Attendez juste 2 secondes. Donc là, en élémentaire, on a aussi différents domaines d'apprentissage. Donc là, j'ai pas le temps de tous vous les montrer, mais on a le domaine 1 sur lequel, bien évidemment, on va aussi se concentrer. C'est les langages pour penser et communiquer. Donc là, c'est tout ce qui est langue vivante, c'est-à-dire à la fois la langue française, langue étrangère, mais c'est toutes les formes de langage. C'est pour ça que c'est important, je voulais aussi vous le préciser. Donc, il va y avoir, plus on va avancer en école élémentaire, plus il va y avoir une interdisciplinarité. Et le français va être au cœur de chaque discipline. Donc, on voit bien là que c'est tous les langages. D'accord? On parle aussi de langage scientifique. Ensuite, méthodes et outils pour apprendre. Tout ça, c'est les différents domaines du socle. Et ce serait important que vous les connaissiez, puisque dans le cadre du concours, à la fois à l'écrit et puis plus tard dans des oraux, c'est important d'être capable aussi d'identifier en fait les domaines. Mais vous, surtout, il faudra connaître la terminologie du socle, à savoir le domaine 1. Donc, bien évidemment, moi je vais me concentrer sur le domaine 1, langage pour penser et communiquer. Donc, je vais vous présenter très succinctement, en fait, de quoi il en retourne. Je vous familiarise là un peu avec les attentes institutionnelles et avec le lexique. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, parce que je sais que parfois on utilise un vocabulaire un peu spécifique.
Donc, dans les langages pour penser et communiquer, il y a comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Alors, c'est important aussi, c'est que cette dimension de l'oral est nouvelle. Avant, l'oral était n'était pas une discipline à part entière. En fait, elle est devenue, dans les nouveaux programmes, une discipline à part entière, puisqu'on s'est rendu compte que, en fait, l'oral générait en fait des inégalités sociales et elle ne c'était pas un enseignement à l'école. Et ça, je voulais vous le dire, parce que probablement aussi dans les prochains concours, en ce moment, on est assez sensible sur cette question de l'oral. Il se peut que vous ayez des questions là-dessus, sur l'oral, non pas comme on s'y attend régulièrement à l'école maternelle, mais la place de l'oral à l'école élémentaire comme un enjeu d'enseignement. Voilà, je vous le dis juste parce qu'en ce moment, ça revient régulièrement. Donc l'élève parle, communique, et il y a surtout beaucoup cette notion d'argumentation, de construction, donc organiser. Voilà, adapter son niveau de langue, connaître les différents niveaux de langue. Donc on voit bien qu'il y a l'oral, l'écrit, donc la lecture, s'exprimer pour raconter, décrire, et là, dans ces s'exprimant aussi, ça peut être à l'écrit, à l'oral. Et puis il y a tout ce qui est, en gros, il y a l'oral, l'écriture, la lecture, et tout ce qui est étude de la langue. Voilà les grands enjeux. Et puis ça, c'est aussi nouveau, les liens, connaître un tout petit peu l'histoire de la langue française et du coup les sensibiliser en fait en lien avec les origines grecques et latines, notamment pour la racine des mots. Alors, maintenant, les sous-domaines du socle. Voilà, c'est ce que je vous ai énoncé. Donc on a le langage oral, qui maintenant est une composante vraiment à part entière. Lecture et compréhension de l'écrit. Donc, ça, je vais justement vous expliquer la différence entre ces deux composantes-là parce qu'elle est fondamentale. L'écriture, et on va voir aussi rapidement aussi tout ce que regroupe l'écriture. L'étude de la langue. Donc, dans l'étude de la langue, c'est la grammaire, l'orthographe et le lexique. Donc voilà. Bon, après, il y a eu un moment, voilà. Et dans l'orthographe, on parle de l'orthographe lexicale, de l'orthographe grammaticale, mais je reviendrai sur ces termes-là aussi un petit peu plus tard. Culture littéraire et artistique, c'est une composante qui relève du cycle 3, donc CE2, CM1, 6e. Et puis surtout, cette composante qui revient plus on avance dans le cycle, c'est le croisement entre enseignements. Alors, le langage oral. Donc maintenant, c'est une discipline à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, dans tous les emplois du temps, il devrait y avoir des séances spécifiques d'oral, tant au cycle 2 qu'au cycle 3. Je ne vais pas revenir trop là-dessus puisque ce sera l'objet justement d'une prochaine vidéo où je parlerai du langage oral à la fois en maternelle mais aussi bien spécifiquement en élémentaire sur comment est-ce que je peux en faire un objet d'enseignement. Et je vous montrerai justement des affichages, des choses qu'on peut mettre en œuvre pour que ça puisse vous aider aussi dans cette partie didactique. La maîtrise de la langue au cycle 2, donc le cycle 2, donc CP, CE1, CE2, il y a bien évidemment l'enjeu fondamental dont on entend tout le temps parler, la lecture. Lecture au cycle 2. Et dans la lecture, il y a deux composantes. Il y a la lecture qui est en termes de décodage, c'est-à-dire je suis capable de décoder, de déchiffrer des mots, d'accord? Et ensuite, on parlera de fluence, c'est-à-dire c'est ma capacité à lire vite. Quand on vous parle du nombre de mots lus en 1 minute, c'est de la fluence. Et la deuxième grosse partie, c'est la lecture-compréhension. Et bien évidemment, la lecture-compréhension, on la travaille déjà en maternelle et on la travaille dès le début du cycle 2. Et elle est travaillée sur des textes différents de ces textes-là. Là aussi, pour tout ce qui est lecture, je reviendrai lors d'une prochaine vidéo pour justement vous expliquer cet enseignement, les enjeux, les difficultés rencontrées par les élèves et comment est-ce qu'on peut l'aborder. Mais voilà, je voulais juste vous dérouler un peu les différents. Là, j'aurais peut-être pas le temps de tout lire, mais c'était pour vous donner l'importance aussi, voilà, des mots-clés, ce que regroupe la lecture et la compréhension de l'écrit. Donc, vous voyez bien qu'on fait la différence, justement, là, quand on parle de lecture, ici, on va davantage parler de décodage, pardon, et la compréhension de l'écrit, c'est tout ce qui est lecture-compréhension. Je reviendrai sur tous ces points-là, mais comme ça vous laissera le temps éventuellement de les lire et de connaître notamment les attendus de fin de cycle. Ça, c'est important de lire et d'identifier les attendus de fin de cycle pour que vous ayez conscience en fait de ce qui est attendu à chaque niveau. Bien évidemment, en CP, on va pas lire à voix haute avec fluidité, mais voilà, c'est une attendue de fin de cycle. Oh là là.
comment il faut que je prolonge le temps? Non, il me reste, pardon, non, c'est bon. Donc, il me reste 15 minutes, 14 minutes. Alors, la lecture, compréhension, lecture et compréhension de l'écrit, en fait, là, c'était pour vous montrer en parallèle les attendus en fait en cycle 2 et les attendus en cycle 3. En fait, en cycle 3, on va plus trop être dans l'identification des mots puisque les élèves savent lire et donc on va rentrer davantage sur comprendre et surtout ça, interpréter un texte. Et on parle maintenant de texte littéraire, alors qu'on n'évoque pas la notion de texte littéraire en fait au cycle 2, même si on les aborde, ce n'est pas un attendu de fin de cycle. Voilà. Donc c'était pour vous indiquer, là on voit bien tout comment c'est concentré sur la lecture en termes de déchiffrage, même si la compréhension bien évidemment est un enjeu majeur. Et là on est vraiment davantage uniquement sur une compréhension qui est beaucoup plus fine. L'écriture, écrire. Alors là, c'est compliqué parce que quand on parle d'écrire, eh ben, regardez bien sur les attendus de fin de cycle. À la fois, on a copier, on a une écriture lisible, donc ça veut dire c'est tout ce qui est graphisme, donc la qualité du graphisme, on l'a toujours en cycle 2. On a rédigé, donc forcément, il ne se passe pas du tout la même chose au niveau cognitif entre copier et rédiger, d'accord? Et on a être capable de réviser une production. Donc c'est pour vous dire que derrière le mot écriture, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, ça aussi, bien évidemment, ça fera l'objet d'une vidéo pour voir les enjeux d'apprentissage, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut proposer comme support, comment est-ce qu'on peut accompagner, quels peuvent être les critères de progression pour accompagner un élève par rapport à telle ou telle difficulté. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez bien, quand vous êtes sur cette partie 3, quand on parle d'écriture, à tout de suite on se met en alerte, comme un peu comme pour la lecture, de quoi je parle. Est-ce que je parle d'écriture en termes de graphisme? Est-ce que je parle d'écriture en termes d'être capable de copier, tout simplement de copier un mot, voilà. Ou est-ce que là, je suis dans la rédaction, c'est-à-dire là, avec des composantes de syntaxe, oui ou non. On va voir d'ailleurs, du coup, toutes les difficultés et comment d'ailleurs les lever. Mais il faut être bien au clair. Donc, je voulais du coup vous présenter les attendus de fin de cycle. Ensuite, eh ben, on a un autre grand domaine qui est comprendre le fonctionnement de notre langue. Et donc là, on rentre dans l'étude de la langue, grammaire, orthographe et lexique. Donc là aussi, c'est important de comprendre les attendus. Donc, on a à la fois de l'orthographe lexicale, c'est-à-dire orthographier les mots les plus fréquents. Je ferai aussi une vidéo spécifique sur l'étude de la langue. Mais là, ma vidéo, voilà, elle sera aussi bien sur le cycle 2 et sur le cycle 3, c'est comment est-ce que je peux donner des conseils sur l'orthographe lexicale et aussi bien grammaticale. Vous voyez bien qu'il n'y a pas énormément de compétences, d'accord? On n'a pas besoin d'avoir pléthore de compétences. Par contre, ce sont des compétences fondamentales puisqu'on a les accords, on a être capable d'utiliser toutes ces connaissances pour mieux s'exprimer à l'oral. Vous avez vu, même si on a de la langue, on a de l'oral et aussi à l'écrit. Ce qui importe là, c'est qu'on comprenne, que l'élève sache réfléchir sur la langue et comprenne le fonctionnement de notre langue. Et du coup, c'est plus malgré certaines personnes disaient que nos programmes étaient moins ambitieux qu'au préalable, mais les programmes sont ambitieux parce qu'ils demandent une réelle compréhension de la langue. Alors du coup, pour la maîtrise de la langue en élémentaire, en fait, juste pour le cycle 3, vous avez vu qu'il y a la 6e. Bien évidemment, quand on est enseignant en élémentaire, on n'enseigne pas au collège, sauf si on est dans des classes spécifiques telles que SECPA ou ULIS. Là aussi, c'est des classes spécifiques en fait pour des élèves qui ont des troubles d'apprentissage ou de comportement. Dans cette partie-là, en fait, on a les mêmes domaines que dans le cadre du cycle 2. Par contre, il y a la notion de littérature qui vient davantage et surtout ce qui change, c'est la place de cette maîtrise de la langue. C'est-à-dire, il va y avoir bien évidemment des séances spécifiques, mais en fait, on va surtout de plus en plus retrouver cette maîtrise de la langue dans tous les champs disciplinaires. On va apprendre à rédiger dans tous les champs disciplinaires, s'exprimer dans tous les champs disciplinaires. Donc du coup, voilà, on est plus exigeant. Donc voilà, ça confirme mon propos. Donc le cycle 2, c'est pour vraiment permettre aux élèves de prendre le temps nécessaire pour apprendre et de concrètement avoir des situations problèmes pour réfléchir autour de la langue.
Et puis, tout doucement, en cycle 3, c'est poursuivre et stabiliser ces apprentissages fondamentaux. Quand on est en cycle 2, on parle des apprentissages fondamentaux. L'élève qui arrive en CP, il a quand même, il a une connaissance de la langue. D'ailleurs, il l'a déjà même en petite section. Il y a des règles implicites qui se créent. Et en fait, tout doucement, l'élève, il va basculer, par exemple, du langage oral vers le langage écrit. Et il va découvrir toutes les différences qui existent entre ces deux formes de langage. Et bien évidemment, tout ça, ça se poursuit en fait en cycle 3. L'objectif est de stabiliser. Donc, moi, je crois que j'en ai fini en fait pour la présentation en fait de ces différents domaines. Donc, vous avez vu du coup l'importance en fait de connaître les attendus en fait de chaque domaine. Et là, ça vous permet d'avoir les grands enjeux du cycle 1, du cycle 2, du cycle 3 et de savoir quand je parle d'écriture ou de lecture, de quoi il en ressort. Donc là, sur le peu de temps en fait qui nous reste, je voulais savoir en fait si vous aviez des questions particulières et si vous aviez en fait des besoins de formation. C'est-à-dire que là, vous avez dû regarder peut-être un petit peu les enjeux du concours. Moi, mon objectif, c'est de vous préparer d'un point de vue didactique, justement de revenir sur ces grands items de lecture, écriture, langage oral, qui seront parfois découpés en plusieurs vidéos parce que j'ai besoin de temps pour vous montrer les différents supports. Mais je voulais savoir si vous aviez des besoins particuliers, même par exemple par rapport à la partie 1, à la partie 2, si vous aviez besoin de revenir sur des points, voilà. Donc j'attends vos remarques et vos propositions pour la suite, parce que je peux adapter mes contenus. Et je voulais savoir aussi si sur la présentation là des programmes et des enjeux, si je vous avais pas trop perdu, si c'était clair, s'il n'y avait pas trop de difficultés au niveau lexical. Mon objectif, c'est de vous permettre d'assimiler de vous familiariser avec ce vocabulaire. Donc, est-ce que vous avez du coup des questions ou est-ce que vous avez aussi des besoins de formation? Du coup, vous pouvez passer par la discussion en classe si besoin. Alors, par contre, c'est ma première classe en ligne. Je ne sais pas en fait si vous avez le moyen aussi de vous exprimer verbalement, que je puisse vous entendre. Alors, pour se procurer en fait pour procurer des copies, alors moi bien évidemment, quand on corrige les copies, on n'a pas le droit de les garder, c'est pour ça qu'ils nous les mettent en ligne. Mais je vais essayer de trouver. Sinon, tout simplement, vous avez vous avez en fait les sujets avec les corrigés. Et dans les corrigés, en fait, c'est quelqu'un qui s'entraîne à le rédiger. Et ça vous permet justement de retrouver en fait les différents axes et sous-parties. Mais dans les corrigés, parfois ils mettent le plan détaillé avant de le rédiger. Alors, les contenus des programmes. Alors, en fait, à chaque fois, donc, la deuxième question, alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire les différentes discussions de la classe. Donc, les contenus des programmes, bien évidemment, ils vont être abordés. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'aborde un domaine, si par exemple j'aborde la lecture, je vais à chaque fois parler des contenus, en fait, des attendus des programmes dans ce contenu, attendus justement en cycle 2, en cycle 3. Et je vais surtout vous montrer, derrière ces attendus ou derrière ces compétences, quelles activités il y a en parallèle. C'est-à-dire, on va partir à chaque fois de la compétence et à partir de cette compétence, qu'est-ce que je mets en œuvre, quelles activités je vais mettre en œuvre pour pouvoir travailler ça. Donc oui, bien évidemment, mais je vais vous le mettre en pratique. Je ne vais pas juste vous donner les contenus des programmes. Par contre, je vous invite aussi à les lire, ces programmes. Surtout lire les premières parties, les présentations de chaque partie, parce que ça donne vraiment tout l'esprit des programmes et ça donne pas mal d'idées au niveau didactique. Voilà, donc je pense que ça aussi, vous pouvez les télécharger très aisément sur Internet ou télécharger programme 2015. Vous mettez programme 2015 et vous les aurez aisément. Ah d'accord, donc là je vois que vous avez eu des corrigés en fait pour les mathématiques, mais pas pour le français. Alors là je vais voir comment je peux vous mettre des choses en ligne. Mais moi j'ai des sujets avec des corrigés bien évidemment
en français. Donc ça, éventuellement, on pourra voir ça ensemble. Et ensuite, on pourra faire, après avoir, par exemple, travaillé un sujet autour de la lecture, de l'écriture ou du langage oral, avoir une situation que je vous présente et du coup, on verra ensemble justement le corriger par rapport à des items. Mais du coup, je suppose que là, vous, c'est plus la première partie qui vous intéresse au niveau des corrigés. Et du coup, je vais voir comment est-ce que je peux vous mettre des choses en ligne et pour que vous puissiez avoir accès à ça. Est-ce que vous avez du coup d'autres besoins particuliers? Est-ce que là déjà la présentation des programmes, ça vous paraissait comme relativement clair? Est-ce que c'était des choses que vous connaissiez déjà? Parce que moi, comme je connais pas vos parcours, c'est pas facile de savoir aussi quelles sont vos connaissances et vos besoins. Donc, est-ce que déjà là au niveau de la présentation du programme de français, ça vous paraissait quand même relativement clair? Attendez, je vais descendre. Donc là, il nous reste. Alors attendez, je regarde juste. Il nous reste quelques secondes, donc quelques minutes. Très bien. Alors oui, si vous étiez en STAPS, ça va vous aider en effet. Et alors du coup, vous serez assez à l'aise pour la préparation au niveau de l'EPS. Oui, et effectivement, les terminologies, c'est pour ça que je les utilise dès maintenant et à chaque fois, je vais expliquer le vocabulaire, par exemple, encodage, voilà. Je vais revenir sur tout ce lexique pour que vous puissiez être à l'aise et ça va venir au fil des vidéos et au fil des vidéos, justement, vous allez vous approprier, en fait, ce langage spécifique. Effectivement, en STAPS, il y a déjà un certain nombre de mots, de terminologie au niveau, didactiques, pédagogiques qui sont déjà présentes. Mais dans le cadre d'une reconversion, vous allez découvrir un certain nombre de termes et vous allez voir, vous allez vous y familiariser assez facilement. Je vais faire exprès de les utiliser très souvent et à chaque fois de vous les réexpliquer en contexte. Voilà. Donc ça, vous inquiétez pas, ça va venir assez vite. Pas de souci. Alors, là, il nous reste 2 minutes avant de nous quitter. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions ou des besoins. Donc j'ai retenu le fait d'avoir des sujets corrigés. Je pense les sujets corrigés, c'est surtout la première partie qui vous intéresse ou les parties suivantes également? J'ai pas pu. Donc là, en tout cas, même d'ici la semaine prochaine, vous pouvez déjà commencer à lire des sujets et même. Alors je vais essayer de vous mettre des sujets de corrigés, mais déjà commencer à voir à partir d'un corpus comment est-ce que je pourrais répondre à cette question, comment est-ce que je peux les mettre en relief, ces différents textes, et les faire se confronter. Et puis dès la semaine prochaine aussi, vous pouvez déjà commencer au niveau grammatical à vous faire une petite remise à niveau sur tout ce qui est terminologie grammaticale. Là-dessus, est-ce que d'ailleurs vous avez besoin que dans une live class, je revienne sur des notions grammaticales où ça va aller, vous pouvez vous débrouiller tout seul? Moi, j'ai pensé que la priorité, c'était didactique, c'est là où vous avez le plus besoin, mais dites-moi si vous avez des besoins particuliers. Il nous reste 1 minute 30. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Au niveau du corrigé, simplement la mise en forme. Alors, oui. Alors, mais je vais avoir besoin de réviser. Oui, il va falloir revoir quelques notions grammaticales parce qu'il y a des choses dont on a oublié. Mais ça, je pense que c'est des choses que vous pouvez faire seul. C'est la didactique et les supports où je pense que où là, c'est vraiment nécessaire d'être accompagné. Des sites spécialisés. Pourquoi faire? Quel type de... Ah, pour la grammaire? Alors, moi, j'ai un livre que je vous invite à découvrir. C'est un livre de Jean-Christophe Paula. C'est Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui. Et dedans, il y a tout un rappel. Alors, je vais vérifier le titre de l'ouvrage. Je vais voir si je pourrais vous l'envoyer, sinon je vous le redirai à la prochaine live class. Et il reprécise en fait toutes les natures grammaticales. Et je trouve ça extrêmement clair. C'est un livre de Jean-Christophe Pelat et qui vous permet de bien revoir au niveau grammatical sans souci. J'essaierai de vous le présenter à la prochaine épreuve. Donc là, il nous reste 18 secondes.